3/4 d'heure, sachant que la première demi-heure sera consacrée à la théorie et le dernier quart d'heure à la pratique au travers d'un jeu, un petit jeu. Voilà. Les règles, c'est que je vais parler et vous n'avez pas le droit de m'interrompre. Donc pas d'interactivité, pas de communication. On est à l'opposé de ce que c'est que l'agilité. Donc ça va bien mettre en relief ce que c'est que l'agilité du coup. On n'a pas le temps, hein, je suis désolé, d'habitude je fais autrement, mais là en une demi-heure, il faut vraiment que j'utilise au maximum le temps. Donc je vous propose de parler et sans être interrompu. Voilà. Est-ce que ça vous va? C'est pas trop brutal? Alors, l'agilité, je vais commencer par dire ce que c'est. D'habitude, je demande aussi qui connaît l'agilité, quelle expérience vous en avez, mais on n'a pas trop le temps. Donc, je vais juste poser ce que je sais de l'agilité, que je pratique depuis 2009 maintenant. Donc, petite définition pour commencer. L'agilité, c'est d'abord une approche de gestion du travail. Donc là, ce que je vous donne, c'est ma définition. Il y en a d'autres. Là, je l'étends un peu plus par rapport à la définition habituelle qui est de dire que c'est une approche de gestion de projet itérative et incrémentale, ce qui est déjà un peu jargonneux. Donc, moi, je préfère présenter l'agilité comme une façon de gérer le travail. Et c'est une approche centrée sur l'humain et l'équipe, ce qui fait que l'agilité se démarque de bien d'autres approches, parce qu'elle remet l'humain au cœur du travail. Et c'est une approche qui vise à créer des produits ou des services de grande valeur. C'est-à-dire que c'est une approche qui va essayer de maximiser dès le début du projet la valeur qu'on va créer dans le produit ou le service. Voilà pour la définition, qui est ma définition. Petite histoire. On peut dire que l'agilité, elle est née avec l'informatique. Au début de l'informatique, on n'avait pas vraiment de méthodologie pour faire des logiciels, des programmes. Donc c'était beaucoup de bon sens. Et l'agilité, c'est un peu ça. C'est la réunion de tout ce qui a bien marché depuis les débuts de l'informatique. Donc je dirais que l'agilité, c'est une histoire de bon sens, déjà. Elle a été popularisée en 2001 avec le manifeste Agile. En 2001, il y a plusieurs experts de l'informatique qui se sont réunis dans l'Utah, dans une montagne, dans un petit chalet, pour discuter de ce qui marchait bien et surtout ce qui ne marchait pas bien dans l'informatique. Parce qu'il fallait, comme c'était une nouvelle science naissante, il fallait trouver une méthodologie pour fabriquer du logiciel, ce qui était nouveau. On s'est calqué au début sur la manière de gérer des projets dans le domaine du bâtiment. Et c'est une façon, en fait, on s'est rendu compte assez récemment finalement, que ce n'était pas une méthodologie très adéquate pour le monde de l'informatique. Du coup, ces experts, ils étaient 17, ont édité un manifeste agile qui contient 4 grands principes, je vais vous en parler un peu après, et qui marque vraiment le début de la popularité de l'agilité. Aujourd'hui, elle touche, cette agilité, toutes les DSI, donc les directions de systèmes d'information des entreprises. Elle s'étend de plus en plus, donc ce n'est pas un effet de mode, c'est quelque chose qui prend de l'essor. Aux États-Unis, la moitié des offres d'emploi dans le domaine de l'informatique sont des offres d'emploi agiles. On cherche des spécialistes de l'agilité aujourd'hui. En France, on n'en est pas encore là. C'est une démarche qui continue à s'étendre. Tout le monde en a au moins entendu parler. Beaucoup l'ont expérimenté et beaucoup l'ont intégré comme première, quelques-uns, l'ont intégré comme première façon de faire du logiciel aujourd'hui.
je dirais aussi que cette approche, c'est une approche d'influence anglo-saxonne. Donc c'est très bien adapté à la culture anglo-saxonne, un peu moins à la culture latine et encore un peu moins à la culture orientale. Alors les principes, après cette brève introduction, les grands principes de cette démarche-là. Donc comme je disais, il y a le manifeste agile qui exprime ces 4 grands principes. Donc l'un d'eux, je ne vais pas vous faire la liste des 4, mais le premier c'est les hommes et les interactions entre eux, entre les hommes. Avant le processus et les outils. Donc l'idée de ce principe, c'est de mettre l'homme au cœur de l'approche avant même, la façon de travailler ensemble et avant même les outils. Ils ont leur importance aussi, mais ils passent en second plan. C'est d'abord l'humain et ce qui se passe entre les hommes qui comptent d'abord dans cette approche-là. Et c'est vraiment ce principe-là qui, à mon sens, permet de démarquer l'agilité de beaucoup des autres approches de gestion de projet. Alors, autre principe sur lequel j'aimerais mettre un peu de lumière, c'est l'itératif et l'incrémental. C'est une démarche empirique. On apprend par l'expérience, en faisant. C'est-à-dire qu'on va faire des essais qui vont conduire à des échecs et aussi à des succès. Et c'est en apprenant de ces échecs et de ces succès qu'on va pouvoir avancer. On avance par petits pas, et à chaque petit pas, on fait un petit bout du produit ou du service qu'on veut créer. Donc ça se démarque très nettement de la démarche classique de gestion de projet en informatique. Alors là, je vais faire un petit schéma. Parce que dans une démarche de gestion de projet classique, je vous disais, on l'avait calqué sur le domaine du bâtiment où on a un cahier des charges très précis et puis on fait le produit, on fait le bâtiment et on ne revient pas dessus, on ne peut pas revenir dessus. On se base vraiment sur le cahier des charges qui est écrit de manière entière dès le début. Donc c'est ce qu'on faisait aussi en informatique. On avait au début du projet une phase de spécification où on écrit ce cahier des charges, où on dit tout ce qu'on veut mettre dans le produit final, le logiciel, et après une phase de développement où on développait sur la base de ce qui avait été spécifié. Et vous voyez bien ici, on ne peut pas revenir sur ce qui a été spécifié, on ne peut pas intégrer le changement durant cette phase. Donc on doit être bien sûr qu'on a vraiment tout bien exprimé sur cette phase-là. Et cette phase-là peut durer 6 mois, 1 an, 2 ans, sans possibilité de revenir vraiment sur ce qui a été écrit. Le cahier des charges, il est rigide. Donc c'est une démarche qui n'accepte pas le changement. En agilité, on casse ce schéma-là pour dire qu'on va faire un peu de spécification et un peu de développement. On fait un petit pas à chaque fois, etc. Ce qui fait que là, on va pouvoir intégrer le changement à chaque étape. C'est itératif, parce qu'on répète quelque chose dans le temps, c'est cyclique. Et c'est incrémental, parce qu'à chaque fois, on va construire un petit bout du produit qui va grossir, jusqu'à obtenir ce qu'on veut vraiment. On s'adapte en permanence aux besoins du client qui veut le produit ou le service. On ne lui dit pas, n'oublie rien ici, parce que de toute façon, on ne pourra pas revenir dessus. Non, on a le droit d'être flou au départ pour pouvoir changer quelque chose à la 3e, 4e, 5e itération. Et ça, c'est vraiment très, très puissant, puisque aujourd'hui, les technologies évoluent très vite, la concurrence est très rude, il faut s'adapter en permanence. Si on n'a pas cette possibilité-là, il y a de fortes chances qu'à la fin du développement d'un produit comme celui-ci, il est déjà obsolète, il ne sert plus à rien, la concurrence a fait quelque chose de déjà mieux, ça va très vite aujourd'hui. Donc on voit tout l'intérêt de cette démarche-là et les entreprises le comprennent très bien aujourd'hui.
Voilà. L'autre principe, ah oui, il y a aussi autre chose que je vais mettre en lumière, c'est la loi de Pareto, que vous connaissez peut-être. La loi 80-20, Pareto, qui, dans le domaine de l'informatique, signifie que pour 20% de l'effort réalisé, alors l'effort il est là ou il est là, je ne sais plus, valeur, oui c'est peut-être plutôt ça, excusez-moi, l'effort il n'est pas là, il est en abscisse. Et là c'est la valeur. Pour 20% de l'effort total réalisé, eh bien, on atteint 80% de la valeur de ce qu'on vise. C'est la loi de Pareto. Donc en agilité, ça signifie qu'au bout de quelques itérations seulement, on va déjà avoir développé 80% de la valeur du produit final. Et les 80% restants de l'effort à faire, eh bien, c'est pour produire les 20% restants. Donc on peut déjà se poser la question, à l'agilité, est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on fait un pas de plus? Est-ce que ça vaut la peine pour produire? Finalement, on a déjà produit 80% de la valeur, est-ce qu'on ne devrait pas s'arrêter ici? L'agilité le permet. Ce schéma-là, on n'a pas cette notion de valeur. On fait tout, peu importe l'ordre. Là, on priorise vraiment les développements par la valeur. À chaque petit pas, on va se poser la question, qu'est-ce qui est le plus important maintenant de faire? Quelle est la valeur qu'on peut produire? Quel est le maximum de valeur qu'on peut produire dans ce petit pas? Et on se pose la question à chaque petit pas. Donc c'est aussi une démarche orientée valeur créée dans le produit. Donc c'est progressif, hein. On affine progressivement le produit. On ne peut pas tout prévoir à l'avance. On va affiner progressivement. Il y a une forme de, on a une vision, c'est important d'avoir une vision, on sait où on va, mais il y a quand même un flou du chemin qu'on va suivre pour atteindre la destination finale. Donc la progression, l'affinage se fait de manière progressive, le brouillard va se lever petit à petit, jusqu'à, donc c'est comme un cône d'incertitude, on rentre dans un grand cône d'incertitude au départ, et le cône va se réduire jusqu'à arriver à cette certitude, voilà, on a fait le bon produit avec ce maximum de valeur. Tout ça dans le cadre d'une vision définie au départ. Donc équipe autogérée, c'est un autre grand principe de l'agilité. Comme je vous le disais, c'est une démarche centrée sur l'humain et l'équipe. Et on favorise vraiment l'autogestion de l'équipe. Donc pas de contrôle, le moins de contrôle possible. Ça va directement à l'opposé des schémas de fonctionnement traditionnel classique des entreprises hiérarchiques, pyramidales. En France, on en connaît quelque chose. Donc ça, c'est forcément, c'est là où il y a plus de freins, au changement dans la mise en place de l'agilité. Notamment de la part du management, qui a un rôle complètement différent. Il n'est plus là pour contrôler et vérifier, il est là pour faciliter. Du coup, il est important pour cette équipe autogérée de partager une vision, comme je vous le disais. Si on met une équipe dans un même bateau et on leur donne des rames et que chacun rame dans des directions différentes, le bateau ne va pas avancer. Par contre, si on leur dit, voilà vers où on va, tous ensemble, on rame tous ensemble dans la même direction, là le bateau va bien avancer. Donc c'est important dès le début de définir cette vision-là. Pas de hiérarchie, le moins possible dans cette équipe qui va faire ces différents petits pas. Cette équipe-là, il n'y a pas de hiérarchie, mais des rôles. Chacun a un rôle bien précis à jouer, un rôle de spécifieur, un rôle de testeur, un rôle de développeur. Et ces rôles sont poreux, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans des cases bien fermées. S'il y a besoin d'apporter un coup de main aux copains, eh bien on y va. On ne s'arrête pas des lignes d'une fiche de poste. On a une expertise, mais aussi on peut aller aider, donner un coup de main à chacun. Donc il y a un esprit, on essaie de développer l'esprit d'entraide aussi dans cette équipe, au-delà de l'autogestion. Et là, on voit tout de suite qu'on travaille sur la maturité de l'équipe, la cohésion de l'équipe. Et l'autogestion, elle intervient dans leur fonctionnement. Ils s'auto-organisent eux-mêmes pour fonctionner de la meilleure manière qui soit. Et s'il y a une difficulté, ils en discutent ensemble et ils résolvent le problème ensemble. Ils trouvent une solution ensemble. Pas de coupable, mais des solutions. Ça, c'est les principes. C'est la théorie, c'est la belle théorie.
Alors on voit ici que dans cette démarche-là, c'est pas centré sur les processus et les outils. Ceci dit, il y en a quand même, il y a un savoir-faire, mais c'est aussi, c'est d'abord centré sur un savoir-être. L'agilité, c'est du savoir-être et du savoir-faire. Et le savoir. Alors pour le savoir-faire, dans un premier temps, tout va bien. Je suis dans les temps. Patrice, prends le temps dont tu as besoin, on s'adaptera, d'accord? Alors, en agilité, il y a le time boxing, on appelle ça le time boxing, c'est très empreint de vocabulaire anglo-saxon, et donc on fait très bien attention à utiliser le temps qu'on a, la boîte de temps qu'on a, et à ne pas dépasser cette boîte de temps. Donc si je dépassais, je ne serais pas dans le cadre de l'agilité. C'est pour ça que je suis assez dans le cadre par rapport au temps. Et puis c'est quelque chose qu'on apprécie en général. On sait qu'on a ce temps-là, on ne va pas dépasser, ça c'est apprécié en général. Merci. Donc le savoir-faire. Savoir-faire, donc c'est des pratiques déjà. Des pratiques. Je vais en citer 3 à titre d'exemple. Il y en a une multitude, hein. Je vais juste en prendre 3 qui pour moi sont les premières à mettre en place dans une équipe si elle souhaite se mettre à l'agilité. Donc on a déjà le management visuel. Ah, c'est pas vrai, j'ai même pas apporté un post-it. Le post-it, c'est le principal outil. Tu en as un? Je veux bien, ouais. Que je voulais quand même vous faire une démonstration, que j'avais envie que vous repartiez à quelque chose que vous ne sachiez pas jusqu'à présent. Donc je voulais vous montrer un petit truc, quand même, pour que vous repartiez avec quelque chose. Je reviens. Merci. Donc voilà, l'outil du management visuel, de l'agilité, c'est le post-it. Et de couleur jaune en général, mais on aime bien utiliser toutes les couleurs possibles pour que ça fasse joli, et puis c'est aussi une information, la couleur. Et alors, peut-être que vous le savez déjà, peut-être pas, mais il y a une façon de retirer un post-it d'un bloc de post-it. La meilleure façon, c'est pas comme ça. Parce que si on fait ça, qu'est-ce qui se passe? Il rebique. Je vais vous montrer la vraie technique pour décoller un post-it sans que ça rebique. Enfin, on apprend quelque chose. Voilà. Donc, vous le prenez sur le côté, là où ça colle, et vous commencez par le décoller comme ça. Et là, regardez, magie. Bravo. Voilà. Professionnel. Vous avez appris quelque chose. C'est un truc que je savais. Mon exposé est déjà réussi. Bien. Donc, management visuel avec les post-it. Et qu'est-ce qu'on fait avec le management visuel? On fait des jolis tableaux, les plus jolis possibles, parce que c'est quand même plus agréable de travailler avec du joli. On a plus envie de travailler avec du joli. Donc ces tableaux, je vais vous en donner un trait sommaire, ils peuvent ressembler à ça. À faire, en cours, fait. Voilà, on rend le travail visible à toute l'équipe, de manière visuelle. Voilà tout ce qu'il y a à faire. Un post-it, ça représente une tâche à faire, une fonctionnalité à développer dans un logiciel. Et à chaque journée qui passe, l'équipe va se réunir devant ce tableau. Ça, c'est la deuxième pratique. Associée au management visuel, on a la mêlée quotidienne. Donc tout est francisé, hein. Normalement, on utilise pour mêlée quotidienne le stand-up meeting. Stand-up meeting parce qu'on est debout. Et pourquoi on est debout? Pour passer un minimum de temps debout. Les gens n'aiment pas être debout, donc ça favorise l'idée que c'est une petite réunion courte de 15 minutes maximum, juste devant un tableau comme celui-là, pour dire voilà ce que j'ai fait, ça c'est en cours, c'est pas fini, et il me reste tant de temps, approximativement. Eh bien ça c'est fait depuis hier, là je l'ai terminé, maintenant voilà, ça c'est terminé, je vais travailler là-dessus. Chacun va communiquer sur ce qu'il a fait, sur ce qu'il va faire, et s'il a un problème, s'il est bloqué. Juste un point de synchro. Mais on ne rentre pas dans des discussions. S'il y a des discussions qui doivent intervenir, techniques ou autres, c'est après cette petite réunion, parce que ça peut concerner que 2 personnes, et pas toute l'équipe. On ne fait pas perdre de temps au reste de l'équipe. Donc une petite réunion de 15 minutes maximum. Ça peut être moins, mais pas plus.
Voilà, donc là il y a la mêlée quotidienne. Et enfin une dernière, qui est importante à mes yeux, c'est la rétrospective. Au début, les managers ne comprennent pas très bien l'intérêt de cette pratique-là, parce que pour elles, on ne produit pas, hein, dans cette réunion-là, on ne produit rien, donc pour eux, c'est pas utile. Sauf que cette réunion-là, elle est quand même très utile dans le sens où c'est une réunion qui permet d'inscrire l'équipe dans l'amélioration continue. On va, dans ce moment-là, en général, ça peut être tous les mois ou tous les 15 jours, ça dépend de chaque équipe, on va discuter de ce qui marche bien dans l'équipe et de ce qui marche moins bien. Et on va prendre une action ou 2 actions maximum pour corriger ce qui va moins bien. Ça, c'est très important dans une équipe pour justement régler des dysfonctionnements qui ne seraient pas réglés s'il n'y avait pas ça. On se pose à un moment donné, on réfléchit, là, il y a ce dysfonctionnement. Qu'est-ce qu'on peut faire tous ensemble pour corriger ça? L'amélioration continue, c'est une valeur forte aussi de l'agilité. Je vais y revenir, mais on utilise beaucoup les métaphores aussi au travers de ces différentes pratiques. Peut-être intéressé, Gabriel. Donc les outils, justement. On suit aux outils. Donc je disais le post-it, hein, principal outil. Bien sûr, on essaie de faire en sorte que ce soit visuel, physique, mais il y a des équipes qui sont distribuées à plusieurs endroits géographiques très très distants, Paris, Montpellier, Marseille. Du coup, ces outils-là, le post-it, ça peut être virtuel. On partage ce genre de tableau par un logiciel collaboratif. Et on fait les réunions par téléphone. C'est pas l'idéal, mais c'est mieux que rien. Le jeu, on aime beaucoup mettre du plaisir à faire le travail dans l'agilité, donc on se base beaucoup sur le jeu pour apprendre ou pour produire. Ça peut être les deux. Des exemples, pour apprendre, on en fera un à la fin, le jeu des chaises non musicales, qui est très simple, très, très enrichissant à mon sens. Donc ça, c'est des petits jeux pour travailler sur l'esprit d'équipe, ou la communication, la confiance, etc. Donc sur le savoir-être. Et ça peut être des jeux aussi pour apprendre sur le savoir-faire. Donc on a des jeux du type Lego for Scrum. C'est-à-dire on utilise le Lego, voilà, vous avez peut-être déjà joué avec des Lego, pour simuler une démarche de gestion de projet agile. Voilà. Ce sont des exemples. Et puis même dans le faire, pendant la réalisation du produit, on peut utiliser le jeu. En rétrospective, c'est un espace où on discute de manière informelle. Donc c'est là où on peut introduire aussi des jeux pour faire ressortir des dysfonctionnements qu'on n'arrive pas forcément à exprimer verbalement. Le jeu et dernier outil dont je peux vous parler, c'est la métaphore. Alors oui, par rapport au jeu, il y a tout un tas de jeux qu'on appelle Innovation Games, jeux d'innovation. Il y en a toute une pléthore qui permettent justement de produire comme la product box, la boîte de produits. L'idée, c'est un outil de marketing en fait pour travailler sur la vision du produit qu'on souhaite réaliser. Ça fait appel à la créativité de l'équipe et l'idée, c'est de faire un support physique sur une boîte avec l'intention de convaincre un comité d'investissement pour acheter ce produit-là. Donc c'est très marketing, il faut le rendre beau, joli, oui, mais surtout le rendre vendable en mettant en avant ce qui fait la vraie valeur du produit. Donc ça, c'est un des outils qu'on peut utiliser sous forme de jeu pour travailler ça. Sur la métaphore, pour la rétrospective justement, ce qu'on utilise beaucoup, qui est très apprécié, c'est le speedboat. On représente le produit, ou le projet plutôt, sous la forme d'un bateau, et pour exprimer ce qui marche bien et ce qui marche moins bien, eh bien on va utiliser des ancres, par exemple. Les ancres, c'est ce qui représente tout ce qui freine le bateau, donc des dysfonctionnements. Qu'est-ce qui freine, qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas aussi rapide qu'on aimerait l'être? Le vent, par contre, c'est un facteur qui pousse le bateau. Et donc, en utilisant ces métaphores-là, on va faire ressortir
des choses qui marchent bien, des choses qui marchent moins bien, beaucoup plus facilement que si on devait juste dire les choses. Après, on peut imaginer aussi des récifs, hein, une île, voilà, là où on veut aller. Un palmier, ça se fait en gros comme ça, avec un trésor, et puis tout est possible. Là, c'est un espace où on développe notre imaginaire, notre créativité pour faire ressortir la réalité du projet sous une métaphore qui facilite ces choses-là. Voilà. Là, je commence à être en retard. Donc, le savoir-faire. Par rapport, alors j'ai cité des pratiques et des outils, il y a bien sûr aussi des méthodes qu'on utilise plus que d'autres. Il y a plusieurs méthodes dans l'agilité et la principale c'est la méthode Scrum. Scrum qui est la plus utilisée avec son jargon, ses outils, ses réunions, etc. Qui donne un cadre assez bien formalisé, bien sûr, qui peut être appliqué, mais ça reste qu'un cadre. Donc un savoir-faire plus qu'un savoir-être. Donc si on ne met pas aussi de savoir-être, on a toutes les chances d'échouer dans la mise en place d'une méthode comme Scrum. Beaucoup d'entreprises s'essayent à la mise en place de Scrum, tout en oubliant le côté humain. C'est comme ce qui se passe avec le Lean aussi, si vous avez entendu parler du Lean. Donc on a une vigilance particulière, nous en tant que coach agile, à faire en sorte qu'il y a aussi ce savoir-être. Donc le savoir-être, c'est les valeurs. C'est tout ce qui concerne les valeurs. Et là, je ne vais pas vous apprendre grand-chose, je pense. Donc les valeurs. Alors les valeurs les plus citées, c'est des valeurs d'une façon de faire de l'informatique qu'on appelle XP, Extreme Programming, qui sont la communication, le respect, la simplicité, le courage aussi. Mais on peut mettre tout ce qui favorise aussi l'esprit d'équipe, la cohésion d'équipe. Donc là, on peut citer communication, respect, simplicité. On va toujours vers ce qui est le plus simple possible. On n'essaie jamais de faire le plus compliqué possible. Ça marche, donc c'est bon, c'est la bonne solution. C'est tout ce qui compte. D'autres valeurs, donc, comme je vous l'ai déjà dit, c'est l'entraide, la transparence, ça c'est très important. C'est aussi un frein au changement, la transparence. Parce que là, avec l'agilité, on rend tout visible, tout est visible et tout le travail de chacun est visible. Et on va s'exprimer sur ce qu'on a fait, sur ce qu'on va faire. Et ça peut rebuter des personnes parce que justement, on va voir comment ils travaillent. Et c'est pas quelque chose de naturel pour beaucoup de personnes. Ça peut être un frein aussi. Puis le plaisir. Ouais, le plaisir, j'ai aussi envie de le mettre là. On essaye de faire en sorte qu'il y ait du plaisir à travailler. L'agilité remet du sens dans le travail. Et donc c'est un vrai moteur de motivation. Et le plaisir en plus, ça décuple cette motivation. Alors, j'en viens maintenant à l'accompagnement lui-même, pour faire le lien avec le coaching. Donc en agilité, on parle de coaching agile. Attention à ne pas confondre avec le coaching. Donc moi, c'est avec ça que j'ai débuté le coaching, enfin l'accompagnement. Donc le coaching agile, c'est pas du coaching, mais c'est un accompagnement d'équipe, mais aussi de la formation et aussi du conseil. C'est-à-dire qu'au début d'un projet, quand on veut mettre en place l'agilité, on va former l'équipe à l'agilité, avec Scrum par exemple. Et puis dans un second temps, on va amorcer les premières itérations, les petits pas, avec eux, on va faire à leur place. Enfin, on va mettre ensemble le management visuel. On va animer les réunions de mêlée quotidienne pour qu'ils s'expriment devant ce tableau visuel. Donc on va apporter du conseil, on va transmettre un savoir-faire. Là, on transmet un savoir-faire. Puis petit à petit, on va prendre du recul et on va laisser ce rôle-là au Scrum Master. On appelle ça un Scrum Master, c'est un peu barbare, mais c'est la personne, le facilitateur de l'équipe qui va porter l'agilité, qui va être le garant de l'agilité
qui va veiller à la bonne tenue des réunions, à la bonne tenue des différents tableaux d'outils de gestion visuelle, etc. Et nous, on va laisser ce rôle petit à petit au Scrum Master, au facilitateur. Et là, on va être plus dans l'accompagnement d'équipe, et on va plus intervenir en tant que méta, finalement, pour dire, ben voilà, là, il y a un truc, à quoi ça vous fait penser? En rétrospective, c'est peut-être là où on intervient le plus après. On va réguler l'équipe. On va plus jouer le rôle de régulateur. Ces composantes-là, peu de coachs agiles qui se disent coach agile l'ont en fait, parce que très peu sont formés au coaching. Moi-même, je l'avais peu, même si j'essayais de... On vise toujours l'autonomie de l'équipe, hein, donc on essaye de faire en sorte que c'est eux qui s'approprient le savoir-faire. Le coach agile, par la suite, va plus veiller au savoir-être, donc à ce que les valeurs soient bien présentes dans l'équipe. On utilise pour ça comme support un arbre de valeurs, encore l'arbre, mais c'est pas tout à fait le même qu'en approche narrative, mais c'est un arbre qui se nourrit, au niveau des racines on a des valeurs, et puis après on a les compétences, les règles de fonctionnement de l'équipe, et puis les fruits que l'équipe veut obtenir. Ça y ressemble aussi. C'est un outil qu'on peut utiliser pour mettre l'accent sur les valeurs. Voilà, qu'est-ce que je vais dire d'autre sur le coaching agile? Donc c'est une transmission de savoir-faire et puis d'un savoir-être, une vigilance par rapport à ça, qui vise l'autonomie de l'équipe et qui vise à une meilleure maturité, une meilleure cohésion de l'équipe. Donc c'est du coaching d'équipe au final. Et pour terminer, donc ce coaching agile, l'aspect accompagnement surtout, il va plus se focaliser après sur des problématiques de l'ordre de la cohésion, d'un management trop intrusif. Lui, il va être le garant, attention, est-ce que cette valeur de lâcher prise, d'autogestion de l'équipe, et là, quand toi, manager, tu viens leur dire non, c'est pas comme ça, c'est comme ça. On va les interpeller sur ces aspects-là. Voilà, puis les conflits relationnels, c'est cet aspect-là que moi je ne savais pas quoi faire face à ça. Et c'est pour ça que c'est ce qui m'a amené au coaching. Comment je peux gérer des situations conflictuelles dans une équipe? Ça, j'étais complètement démuni face à ça. Aujourd'hui, j'ai un peu plus d'outils, mais je pense quand même que je manque de formation sur ces aspects-là. Et alors, pour aller plus loin, eh bien, je vous enverrai les infos par mail. Oui. J'ai quelques livres à vous donner, dont un en français, deux en anglais. Et puis j'ai des événements, si je vous en parle des événements. C'est l'Agile Games France, c'est une journée d'agilistes, des coachs agiles notamment, mais ouverte à d'autres types de profils, où on va faire des jeux, comme je vous disais là, pour expérimenter. Et il y a beaucoup d'outils qui peuvent s'appliquer dans le coaching. Donc ça c'est une fois par an, ça change, c'est dans une ville différente à chaque année, en général c'est en février ou mars. Il y a l'Agile Tour qui est un événement qui se passe dans plusieurs villes de France et du monde. Il y en a un à Nantes, à Angers je ne crois pas, mais à Nantes c'est tous les ans via l'association dont je fais partie, l'association Agile Nantes qui organise cet événement-là où justement c'est un événement pour découvrir l'agilité. Axé de moins en moins sur l'informatique. On essaie d'ouvrir de plus en plus à d'autres thèmes. L'informatique, c'est le domaine d'où vient l'agilité, mais c'est pas le seul aujourd'hui. Ça commence à s'étendre dans d'autres types de gestion de projet non informatique ou de services d'équipe. Bref. Et puis aussi pour dire l'agilité, finalement, c'est quelque chose qui vit. C'est pas quelque chose de rigide, de figé. Ça vit, c'est-à-dire qu'elle s'enrichit en permanence de nouvelles pratiques qui marchent, elle s'enrichit en permanence d'outils qui amènent l'équipe à un meilleur savoir-être. C'est un cadre, c'est juste un cadre ouvert qui s'enrichit en permanence de plein de choses qui viennent d'autres domaines. Et tout ça forme ce qu'on appelle l'agilité. L'agilité, c'est pas quelque chose qu'on a inventé de rien, ça se nourrit de plein de choses différentes. Comme un peu la psychologie positive, si vous vous souvenez. Voilà. Super. Voilà. Et alors maintenant, il nous reste 10 minutes, mais j'aurai pas le temps de 10 minutes. Est-ce que je peux prendre un quart d'heure quand même, jusqu'à moins 10 pour faire un petit jeu. Oui. Ouais. Bravo, en tout cas, vraiment bravo. Une autre.